On va passer maintenant à la dernière conférence de cette édition de Régifort. Et c'est Thomas Cordonnier qui va nous aborder la question avec la collaboration d'Andreas Riegling, donc Thomas et Dean Rae et Andreas du VSL à Zurich. Et donc, le titre de l'intervention de Thomas et d'Andreas est Vers des peuplements plus résilients, de l'adaptation en général à l'action en particulier. Bonjour, vous m'entendez? On Tout va bien? on t'entend très bien, tout va très bien. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce matin pour discuter de la notion de résilience. Bon, c'est un sujet qui suscite un grand engouement de la part de la communauté de recherche, mais qui également est très critiqué. Donc là, j'ai par exemple donné un exemple de citation qui dit que le concept de résilience est largement conceptuel et offre davantage un cadre de réflexion que des outils analytiques ou pratiques. Donc c'est un sujet difficile et donc on a essayé de l'aborder avec Andreas vraiment avec le regard de deux chercheurs. Hein, donc c'est le point de vue de la recherche certainement qu'on va vous offrir ce matin. Donc Andreas est aussi directeur associé à l'ETH de Zurich, Ervit, donc je précise. Donc le contexte est celui qu'on a vu ces 3 jours, hein, c'est des perturbations qui sont répétées et qui vont impacter un peuplement plusieurs fois au cours d'une révolution. Hein, et donc on anticipe des fortes mortalités avec des réductions de productivité en premier effet. D'un point de vue sylviculture, ce que ça pose comme difficulté, c'est la mise à mal de la notion d'itinéraire sylvicole, c'est-à-dire que le pilotage de la structure, le pilotage du capital devient très difficile, et donc l'atteinte des objectifs n'est plus garantie, objectifs de sylviculture qui ont été fixés au départ, et donc ça pose des soucis de sylviculture vraiment de fond. Et paradoxalement, il va y avoir des multiplications d'opportunités de renouvellement qui vont intervenir puisque le couvert est se dégradant, il va y avoir plus de lumière, plus de ressources disponibles dans certains cas et dans certains types de perturbations. Et donc, ça pose la question de comment on va pouvoir justement remettre les peuplements dans différentes trajectoires lors de ces épisodes de crise. Alors ça, c'est localement, mais évidemment, on a aussi tous ces aspects biogéographiques qui passionnent la recherche également. Sur les évolutions d'aires de distribution potentielle des espèces. Et donc ici, j'ai donné un exemple d'un projet qui commence déjà un peu à dater, mais qui avait proposé des cartes d'évolution des aires de distribution, par exemple ici du hêtre en haut et de l'épicéa, et qui montrait des évolutions très fortes de ces distributions, ce qui a pour conséquence que dans certains contextes, dans certaines localités, ces essences ne seront plus dans l'horaire climatique potentiel en 2050. Et donc, c'est quelque chose vraiment dont il faut tenir compte. Alors, dans ce cadre-là de changement, de risque important de dégradation des couverts, de la productivité et de mise à mal de nos itinéraires, améliorer la résilience des peuplements est vraiment devenu une stratégie clé de toutes les politiques d'adaptation à l'échelle européenne également. Donc, ça passe par trois processus dans la gestion. C'est d'une part, par ces actions sylvicoles, augmenter la capacité des peuplements à limiter l'impact direct des aléas. Donc, on parle de résistance, c'est-à-dire l'objectif, c'est de limiter les modifications qui interviennent lors d'une perturbation, que ce soit une sécheresse, une tempête. Ensuite, il s'agit d'augmenter la capacité des peuplements à récupérer rapidement après une perturbation, c'est-à-dire les dégâts ont été causés, quelles sont les actions ou quelles sont les structures qui vont permettre de recourir rapidement à un état dit de référence. Et puis, il faut reconnaître que parfois, on aura beau faire, on n'arrivera pas à favoriser ces deux composantes, et donc il faut envisager, en cas d'extrême vulnérabilité, des trajectoires de transformation. Donc, Nathalie en a parlé la première journée, où effectivement, on est prêt à modifier de façon fondamentale, très importante, les structures et les services rendus par les systèmes que l'on gère. Alors, des tas de métriques ont été définies dans la littérature sur les deux premières composantes, notamment. Ce qu'il faut savoir, l'important, c'est qu'il faut expliciter donc l'objet qui est impacté, donc le type de forêt, la variable considérée et comment dire, les métriques qui vont être utilisées pour caractériser ces deux composantes-là. Alors, moi, j'aime bien une autre représentation qui me paraît plus intéressante pour les forestiers. C'est-à-dire que, bon, en général, on part d'un système forestier donné
qui a des états, des fonctions, des structures que l'on juge aujourd'hui satisfaisantes, la plupart du temps. Et puis, on anticipe des menaces, des aléas qui vont perturber ce système. Et donc, on anticipe une trajectoire vers un système forestier 2 qui est considéré comme dégradé, c'est-à-dire ne remplissant plus les fonctions ou les objectifs qui y étaient assignés au peuplement. Et donc l'objectif, c'est de changer la trajectoire du peuplement et donc de l'amener à un système forestier 3 qui a un état et des fonctions jugées satisfaisantes vis-à-vis des enjeux définis aujourd'hui. On n'a pas la boule de cristal sur les enjeux futurs. Et pour ça, donc, on parle de trajectoire d'adaptation. Et pour réaliser cette trajectoire, pour atteindre ce futur désiré système forestier 3, on met en place des actions qui vont mettre les peuplements sur cette trajectoire et ces actions définissent un itinéraire d'adaptation. Donc l'objectif, c'est d'améliorer la résilience au cours du temps. Le problème, c'est que les incertitudes augmentent au cours du temps, puisqu'on a des difficultés à prédire les effets du changement climatique. Et donc, il ne faut pas voir cette trajectoire comme quelque chose de figé, mais comme quelque chose qui peut évoluer en fonction des connaissances qu'on aura et en fonction des événements qui vont avoir lieu. Il peut également aussi y avoir plusieurs trajectoires d'adaptation pour un même système initial. Alors, je donne un exemple concret, peut-être un des plus difficiles, je crois, comme exercice, c'est-à-dire la question délicate de qu'est-ce qu'on fait de nos peuplements d'épicéas situés à moins de 1000 mètres d'altitude et qui sont dans des stations jugées à risque où on commence à avoir des premières mortalités, mais surtout on anticipe de fortes mortalités dans les décennies à venir. Et là, je prends l'exemple de la conversion de peuplements réguliers purs d'épicéas vers des peuplements irréguliers mélangés, épicéas être sapins en montagne, moyenne montagne. Et donc, il y a des travaux de modélisation qui ont été menés pour savoir comment on pouvait efficacement piloter cette trajectoire. Et donc, il s'agit de mettre en place des combinaisons d'éclaircies sélectives de coupes au diamètre de l'ordre de 50%, des coupes des arbres qui dépassent le diamètre d'exploitabilité, et la mise en place de trouées de surface suffisante de l'ordre de 1000 m² avec des enrichissements à être sapins dans les trouées. Et il faut savoir que les modèles disent que dans 50 ans, on a effectivement sur une période de 50 ans, des changements de structure et de composition qui sont significatifs. Mais 50 ans, c'est déjà beaucoup. Et donc, il peut y avoir des tas de choses qui se passent entre-temps. Et donc, on ne peut pas garantir l'atteinte de l'objectif qui est ici présenté. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport aux actions et aux options dont disposent les gestionnaires pour améliorer résistance, récupération et globalement résilience des systèmes, ils sont assez bien connus. C'est d'une part tout ce qui est source de diversification, donc les mélanges, la diversité structurale, la diversité génétique, augmenter la biodiversité naturelle, et d'autres actions plus ciblées comme favoriser les espèces tolérantes, diminuer les rotations, les diamètres cibles pour limiter, donc augmenter la résistance des peuplements, notamment aux tempêtes, et augmenter la vitesse des arbres par des éclaircies assez fortes pour favoriser l'accès à la ressource des arbres. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien cerné. La difficulté, c'est qu'il y a des interactions entre tous ces éléments et qu'il devient extrêmement difficile de prédire l'efficacité de ces différentes options pour un contexte donné. Donc typiquement, des publications récentes sont venues nous rappeler cette difficulté. J'en cite avec ici 2 citations. En raison des interactions complexes entre la composition des espèces et les conditions du site, il est difficile de prédire comment les mélanges des arbres peuvent améliorer la résistance et la résilience des forêts à la sécheresse. Donc ça, c'est une étude de Pardos et collègues en 2021. Et l'autre, sur la réduction de la densité, bien que la réduction de la densité puisse atténuer les baisses de croissance pendant la sécheresse, les effets sur la croissance sont incertains après stress. La grande variabilité entre les cas étudiés suggère que les processus à l'échelle locale jouent un rôle important dans le processus de croissance. Nous voilà condamnés au diagnostic, nous voilà condamnés à l'effet local qui domine le reste. Ça pose vraiment la question de la place de la recherche et comment les résultats de la recherche peuvent aider les gestionnaires à décliner localement les résultats. Et donc, du coup, on a essayé avec Andreas de proposer 2 voies possibles pour que la recherche puisse être vraiment utile donc, aux gestionnaires, sachant que ce sont déjà des types de recherche qui existent. Donc, la première, c'est pour alimenter le finalement quoi, où et quand, il s'agit de développer une recherche dite contextualisée. Alors, contextualisée, il y a 3 composantes. La première composante, c'est qui couvre des gradients écologiques relativement importants, deuxièmement, qui aborde une grande diversité de situations, notamment de contextes de gestion, et 3, qui prend en compte les préoccupations et les besoins des acteurs. Je vais donner quelques exemples rapides. Donc, le cas des mélanges et la réponse à la sécheresse. Donc, pourquoi les mélanges? Ça, c'est une diapo juste pour rappeler pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux mélanges.
Parce qu'a priori, il y a 3 mécanismes qui peuvent être intéressants pour les mélanges. C'est le premier, c'est ce qu'on appelle le partitionnement de la ressource, c'est-à-dire l'utilisation différentielle des ressources par les arbres, qui font que les arbres dans le temps et dans l'espace ont une utilisation différente des ressources et donc optimisent la gestion de la ressource en eau. La facilitation, qui est un processus du fait qu'une espèce favorise une autre via des processus de redistribution de la ressource en eau, par exemple. Et puis l'effet sélection, qui est illustré par l'image à droite, où l'idée, c'est on a différentes essences, et quand on en a plusieurs, il y en a au moins une qui a plus de chances de s'en sortir que les autres. Là, on voit une matrice d'épicéa, enfin des épicéas qui meurent dans une matrice de feuillus, où les feuillus ont résisté à la sécheresse et pas les épicéas. Donc ici, premier exemple d'étude, c'est une étude qui s'est intéressée à un très grand gradient de composition en Europe, et donc qui ont étudié des peuplements purs et des peuplements mélangés localement sur ces 30 sites, et donc qui ont étudié la croissance et la réponse de la croissance à la sécheresse, la résilience, résistance et récupération. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a un effet fort de la composition, de l'identité des espèces qui domine. Globalement, le mélange sont plus résilients et plus résistants en moyenne, mais avec une grande variabilité dans des situations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en avant les faits que les peuplements mélangés qui avaient des réponses le plus souvent positives, c'était principalement des mélanges feuillus conifères et dans une moindre mesure les mélanges feuillus-feuillus. Alors cet aspect mélange feuillus conifères, il est intéressant, suite, parce que d'autres études sur d'autres aspects ont montré leur intérêt. Donc là, je cite une étude de Jactel et collègues, très intéressant, un papier très intéressant qui fait une méta-analyse sur l'impact de la diversité des espèces sur les attaques d'insectes herbivores et la résistance aux insectes herbivores. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est que la distance phylogénétique, c'est-à-dire dans le mélange, c'est-à-dire est-ce que si les espèces étaient très très différentes d'un point de vue phylogénétique ou pas, avait un effet sur la résistance aux insectes herbivores spécialistes. Par contre, on a beaucoup moins de données sur les généralistes, mais en tout cas, ça offre des perspectives intéressantes pour approfondir la question de l'intérêt de ces mélanges feuillus résineux pour la gestion, et je pense qu'il y aurait un intérêt à essayer d'approfondir le cas des mélanges feuillus résineux. Donc ensuite, dans le cas de la réduction de la densité, il y a eu des études qui ont montré des interactions intéressantes entre densité et milieu. Par exemple, cette étude qui a utilisé des données expérimentales du GIS coopératif de données en cas de futaie régulière de chêne, où il y a des tests de scénarios de densité qui sont faits depuis le stade très juvénile, où on met les peuplements sur des densités très différentes. Donc la RDI 1, c'est le maximum biologique, et RDI 0,25, c'est très peu dense. Et donc là, Schmitt et collègues ont montré que la réduction de la densité des peuplements atténue davantage l'effet des épisodes de sécheresse extrême sur les sites secs que sur les sites humides. Alors, ce n'est pas généralisable aux autres essences, puisque des études allemandes ont montré que c'était l'inverse sur le PCA, mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir des idées sur les localisations où le pilotage de la densité pourrait avoir des effets plus intéressants. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par le WSL dans le cas des sapinières paissières en Allemagne, où ils ont mis en place une expérimentation il y a 30 ans pour réguler la densité, avec un contrôle des éclaircies faibles et modérées, des éclaircies fortes, sur 6 sites différents qui sont un gradient altitudinal de 500 à 1000 mètres. Et ils ont montré que la réponse aux sécheresses passées de ces futaies régulières mixtes était plutôt bonne par rapport aux sécheresses modérées, mais par contre, il y avait des effets forts des sécheresses sévères, mais que le sapin était globalement plus résilient, plus résistant, avec des meilleures récupérations, et surtout que les peuplements avec des surfaces terrières plus faibles étaient plus résilients et plus résistants aussi. Donc là, on a un exemple de type de sylviculture et de type de contexte vraiment sur lequel la recherche a pu donner des éléments vraiment concrets. Alors maintenant, on va passer au comment. Et là, je vais focaliser sur la dimension expérimentation, dans l'idée que l'expérimentation est un outil fondamental qu'il faut vraiment mettre en place, utiliser. Et je citerai Egerman et Perel qui disent que le changement climatique et d'autres facteurs rendant la gestion des systèmes du passé intenable, il est important d'explorer de multiples futurs écologiques, et l'expérimentation est un moyen d'explorer ces futurs écologiques. Alors pourquoi expérimenter? D'abord parce qu'on a peu de données sur certains systèmes sylvicoles, notamment les systèmes les plus complexes. Ensuite, on a peu de suivi sur le long terme. C'est quand même quelque chose qui est important à mettre en place.
Si on a des incertitudes sur les actions efficaces à mener, c'est autant d'hypothèses à tester pour savoir lesquelles seront les plus efficaces. Donc, c'est des motivations pour l'expérimentation. Et ensuite, on sait que les expérimentations sont des supports pour la démonstration, la formation et les échanges d'expériences. Donc, il existe des expérimentations qui ont été citées sur des tests d'espèces et de provenance qui sont mis en place avec de fortes ambitions. Ici, c'est un exemple en Suisse où il y a eu 59 plantations expérimentales le long de gradients environnementaux, climatiques et pédagogiques avec 18 espèces d'arbres testées, 7 provenances chacune, des natives et des non natives, avec des premiers tests qui ont commencé en 2013. Et il y a d'autres initiatives en France qui ont été présentées, donc c'est vraiment très intéressant. Ça nous permettra d'avoir des meilleures connaissances sur les espèces qui seront les plus tolérantes, en tout cas aux perturbations qui sont ciblées. Ceci étant, il serait intéressant d'essayer d'aller plus loin. Et là, ici, je vais prendre l'exemple d'expérimentations qui sont menées aux États-Unis. Ça va nous changer un petit peu, où ils ont décidé de mettre en place des expérimentations ambitieuses de comparaison de sylviculture d'adaptation sur un certain nombre de sites et qui sont basés sur le test de 4 itinéraires. Un itinéraire de résistance, où on va essayer de maintenir les compositions actuelles, mais en favorisant leur résistance, notamment à la sécheresse. Des itinéraires de résilience, où on va modifier les structures pour favoriser les réponses aux perturbations. Des itinéraires de transition, où on va transformer, et des itinéraires où il n'y a pas d'action pour être un peu un contrôle. Et donc là, je vous donne un exemple d'un site qui est situé dans le Minnesota, dans des écosystèmes dominés par le pin rouge, où vous avez une illustration des différents itinéraires A, B, C, D. Donc A, c'est le contrôle, donc avec 32 mètres carrés de surface terrière en moyenne sur ce pin rouge. B, vous avez une réduction forte de la densité pour augmenter la vitalité des arbres, donc c'est le scénario de résistance. C, vous avez la mise en place de trouées pour favoriser l'arrivée de feuillus, des feuillus qui sont natifs, et donc modifier la composition assez rapidement pour aller vers des systèmes plus résilients. Et en D, vous avez la mise en place de trouées et une réduction drastique du couvert dans la matrice et introduction d'espèces natives et exotiques pour réaliser une transformation. Et donc, ces expérimentations sont vraiment très intéressantes. Elles sont faites à l'échelle de 10 hectares avec des réplicas et je pense que c'est des initiatives intéressantes sur lesquelles on pourrait non pas recopier, puisque ce n'est pas l'objet, mais en tout cas s'inspirer pour mettre en place en France. Diapo suivante. Donc voici mes messages clés ou nos messages clés avec Andreas. Donc c'est la conclusion. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Tout d'abord, c'est développer donc toujours plus une recherche contextualiste. C'est déjà le cas, mais il y a vraiment un effort important à faire dans ce sens. Je pense que c'est une manière pour la recherche d'aider les gestionnaires à mieux adapter les résultats à leur contexte. On ne pourra pas couvrir tous les contextes. Agir en contexte d'incertitude, expérimenter, suivre, évaluer, c'est vraiment important avec le cadre du changement climatique. Renforcer les interactions recherche-gestion plus que jamais. Là, je crois que si on pouvait faire remonter quelque chose à tous les niveaux, c'est ce besoin toujours de renforcer nos connaissances et nos expertises sur les systèmes gérés. Et puis, d'un point de vue formation, on n'a pas beaucoup parlé, je trouve que ce serait intéressant, c'est construire une vraie ingénierie de l'adaptation pour que nos futurs ingénieurs, les futurs techniciens soient en capacité de mobiliser les résultats de modélisation et des résultats d'expérimentation pour pouvoir les adapter au contexte dont ils ont la gestion. Voilà, je vous remercie à tous et je remercie beaucoup Andreas d'avoir bien voulu faire cette présentation avec moi. Et ici, vous avez les références que j'ai citées tout au long de mon exposé. Merci beaucoup Thomas et merci aussi Andreas à distance pour cet exposé qui illustre bien et qui est une très belle conclusion pour notre atelier de cette fois-ci. Alors j'ai quelques questions, il y en a une que je vais passer tout de suite parce qu'on sent une certaine impatience derrière cette question. C'est Jean-Pierre Renaud, pour ne pas le dénoncer, qui dit « Tous ces scénarios ne pourront exprimer leur potentialité que dans le cadre d'une maîtrise accrue des populations d'ongulés, y compris les sangliers. Et ces questions n'ont pas été suffisamment abordées lors de nos échanges. C'est pourtant la contrainte numéro 1 pour l'avenir des forêts, en particulier dans le Grand Est. » Tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, la question du gibier est fondamentale, notamment pour la conversion, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, en futaie irrégulière, par exemple, de la pessière, puisque se pose la question du sapin. Il y a des modélisations qui ont été faites qui ont montré qu'effectivement,
Si on prend en compte le processus d'abrutissement, ça modifie drastiquement les possibilités de composition, de réalisation des compositions. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je ne pouvais pas aborder tout, hein, mais c'est sûr que c'est une composante fondamentale qui va jouer sur les possibilités. Bon, je dirais qu'on ne sait déjà pas. Ma réponse pour pas prendre trop de temps, c'est qu'il y a déjà beaucoup à pas faire sans forcément prendre en compte ce critère-là en termes de connaissances, mais évidemment, oui, c'est un critère qu'il faudra prendre en compte dans les diagnostics et dans les possibilités d'action chaque fois localement. Une autre question, c'est peut-on vraiment parler d'opportunité de renouvellement lorsque l'ouverture n'est pas maîtrisée par les gestionnaires qui souhaitent surveiller leurs coûts? Ou doit-on voir ce concept comme une opportunité d'évolution naturelle de l'écosystème, hein, avec par exemple le développement des espèces plus thermophiles dans le cadre du changement Les deux, climatique? j'allais dire les deux, mon capitaine. Alors, d'un point de vue écologique, peut-être que le mot est mal utilisé, mais d'un point de vue écologique, on parle d'opportunité de renouvellement dès que le couvert est perturbé et que ça puisse générer des processus de régénération. Et on a vu d'ailleurs que dans le processus de reconstitution à Verdun, les gens ont mis en place des itinéraires nouveaux de plantation juste après ou de conduite de régénération juste après perturbation. Donc, je pense que ça peut aussi créer des opportunités de nouvelles trajectoires. Ça peut être aussi des opportunités de nouvelles trajectoires naturelles. Je n'ai pas là-dessus d'a priori ni de dogmatisme. Il y a des endroits où ça se passe très bien, des endroits où ça se passe moins bien, comme on a vu dans les exemples. Donc, je dirais les deux, voilà, selon les contextes. Une autre question qui est déjà débattue d'ailleurs entre auditeurs, c'est assez passionnant de voir à quelle vitesse les questions circulent en ce moment sur le chat et sur l'animateur de questions, et l'animateur a beaucoup de mal à suivre. Donc, dans le mélange chêne pain sylvestre, le pain présente des mortalités liées à la sécheresse. Il crée d'abord de la facilitation, mais les mortalités déstructurent les peuplements et les chênes deviennent plus vulnérables. Comment ce genre de réaction peut-il être anticipé? Alors, bon, ce que je pense, c'est que pour l'instant, alors le cas du mélange chêne-pain, c'est un mélange qui marche pas très bien justement, je crois, par rapport à la question sécheresse, puisqu'il y a des études qui ont montré que l'effet compétition finalement était plus fort ou en tout cas, il n'y avait pas d'effet mélange qui était intéressant dans ce cas-là. Donc les études l'ont montré, je dirais. Donc on peut l'anticiper maintenant puisqu'on le sait. Après, ce qui est intéressant, je ne sais pas, j'invite les gens à lire dans la littérature de Charlotte Grossier, là, qui a publié un article super intéressant en 2019, qui dit qu'il faut aller aussi vers plus de mécanismes, plus de compréhension des processus de compétition pour l'eau. Bon, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas beaucoup montré d'approche mécaniste, d'approche éco-physiologique dans mon exposé. Mais je pense que d'un côté recherche, il faut aussi qu'on améliore notre compréhension des mécanismes liés au mélange et aux interactions d'espèces et d'utilisation de la ressource. Donc c'est ça la voie de recherche en tout cas. C'est une réponse de chercheur. C'est la voie de recherche que j'aurais tendance à privilégier. Et puis une question qui est plus un commentaire, mais c'est quand même, dans le cadre des travaux de reboisement, peut-on continuer à faire supporter aux pépinières et aux reboiseurs la garantie de reprise de 80% au 30 septembre? Les grands arbres en place meurent, mais le petit plant doit survivre avec les conditions climatiques actuelles. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, Erwin. Ouais, j'ai un peu, la question est très concrète et puis elle est pas tout à fait, peut-être pas tout à fait liée à ton exposé. Hein, J'ai pas de réponse trop sur les aspects pépinières, hein. Je suis loin d'être spécialiste. C'est sûr que ok. c'est une question cruciale de pouvoir. Alors, ce que je peux dire c'est que nous avons une approche très biologique, écologique et sylviculture classique de la résilience, mais évidemment, il y a tout le reste autour. On a parlé des assurances, on a parlé de l'organisation de la filière, on a parlé de l'organisation des pépinières, et tout ça, ça participe à la résilience, non pas pour le coup que du peuplement, mais du système global. Il y a de nombreux projets européens, de nombreux projets qui sont qui sont en cours là, qui traitent de ces questions à un niveau plus filière intégrée avec l'amont et l'aval. Et je pense qu'on aura des résultats très intéressants dans les prochaines années sur des approches de résilience qui sont beaucoup plus intégrées que ce que j'ai pu montrer dans mon exposé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais...
Oui, si, je trouve que c'est pas mal, effectivement. Et la toute dernière, c'est des séries de questions et plus de discussions d'ailleurs entre les auditeurs sur la réduction le raccourcissement des rotations. Ce Oui. que dit Flavien, c'est qu'avec l'augmentation des récoltes sanitaires sous forme de cueillette, le capital de production baisse et qu'on a du mal à envisager un raccourcissement des rotations dans ce contexte. Et Mhm. puis, est-ce que la diminution des rotations s'applique uniquement aux forêts, aux futaies régulières ou aussi aux futaies irrégulières? Et est-ce que cette diminution des rotations vise réellement à limiter l'impact de la coupe et le stress qui s'ensuit quand les prélèvements sont trop élevés? Donc, ce sur quoi insiste Rodolphe, hein, il faut faire la différence entre rotation des coupes et rotation du peuplement ou du capital, qui ne représentent pas la même chose. Ouais, en fait, l'idée de diminuer les rotations, c'est diminuer les phases sensibles des peuplements aux perturbations. Alors, en futaie régulière, c'est beaucoup plus facile de l'imager puisqu'on arrive à des peuplements qui sont matures, où les arbres partagent à peu près la même hauteur, et on sait que la hauteur est un facteur aggravant des tempêtes, par exemple, hein, un facteur très fort. Il y a l'espèce et la hauteur, hein, sont les deux critères les plus importants sur les risques tempêtes. Donc, dans le cadre des risques tempêtes, c'est quand même, à mon avis, un point important. Dans le cadre des risques sécheresse, c'est très variable encore une fois. Je ne vais pas donner de règle générale. Bon, il y a aussi le cas du scolyte, oui, je voulais quand même rebondir sur l'épicéa, où on sait que les épicéas âgés et matures sont plus sensibles, hein. Donc, il y a ces cas un peu spécifiques, encore contextualisés. Et sur la sécheresse, c'est beaucoup moins clair, hein. On sait qu'il y a une tendance à peut-être plus de sensibilité des peuplements âgés que les peuplements juvéniles, mais ça reste quand même à beaucoup plus documenté. Et effectivement, ça rentre en interaction avec tout un tas d'autres facteurs que sont la densité. Et je suis complètement d'accord. Donc séparer les effets, c'est pas évident, hein. Mais en tout cas, ça mérite d'être testé et ça mérite d'être étudié. Donc il y a des études qui ont été faites en modélisation qui montraient que c'était pas forcément hyper efficace dans certains cas, dans d'autres plus. Donc là, je pense qu'aussi c'est à documenter en fait, hein, beaucoup plus comme option. Et puis, je me permets de rajouter une dernière question qui m'est personnelle, hein, c'est dans ta Ah. conclusion, tu insistes beaucoup sur la nécessité d'expérimenter. Mais la question, Ouais, c'est la durée nécessaire pour ces expérimentations est relativement longue elle doit être ouais. pluriannuelle, voire pluridécennale. Est-ce que cette expérimentation permettra, est-ce qu'il faut attendre les résultats de ces expérimentations ou commencer à agir maintenant? Bah, c'était la réponse est presque dans ta question, Erwin. Oui, tout à fait. Parce que expérimenter, c'est déjà agir, hein, mais bon. Ouais. Surtout, non, mais c'est expérimenter des choses qu'on n'a pas expérimentées, hein. Et ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas le matériel pour informer les générations futures, elles ne seront pas plus informées. Ouais. Donc, ce que je trouvais intéressant dans l'exemple américain, c'est que la transformation, par exemple, qui est un débat assez intéressant où les gens les limitent en surface, là, ils le font à une échelle qui, à mon avis, est très intéressante, c'est-à-dire à l'échelle de la parcelle complète, répliquée, pour se donner les moyens dans le futur de savoir si elles ont été efficaces. Et ce sont des modalités qui ne sont pas courantes, ce sont des nouvelles modalités, donc c'est de l'action, si tu veux, hein. Bon, évidemment, à une échelle restreinte. Et évidemment, l'expérimentation, c'est un outil parmi d'autres approches, hein, Erwin. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire que de l'expérimental, mais en tout cas, c'est à mon avis un outil qui, pour l'instant, n'a pas forcément été exploité au maximum de ses possibilités par rapport à la question du changement climatique et qui, à mon avis, peut être un sujet de débat intéressant entre chercheurs et gestionnaires pour l'avenir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup encore, Thomas, pour ces visions et ces échanges. Et puis, merci à tous pour les questions que vous avez posées. Nous arrivons à la fin de cette session.